Dans nos forêts, il y a des arbres qui poussent spontanément, c'est ce que l'on appelle la régénération naturelle. Mais il y a aussi un autre exemple, des arbres qui ont poussé les premières années en pépinière et après ont été plantés en forêt. Ce ne sont pas des pépinières classiques, c'est ce que l'on appelle des pépinières forestières. Il y en a un peu partout en France. Les arbres sont là-bas, dans un premier temps, cultivés pendant quelques années avant d'aller trouver leur taille réelle dans les forêts de demain. Pour mieux comprendre ces métiers, allons à la rencontre de Pierre Naudet et de Thomas Guyot. Ils sont juste à côté. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Et très heureux de découvrir votre travail et surtout de faire la différence, enfin, entre une pépinière classique et une pépinière forestière. Mais vous, ce que vous faites, c'est que vous faites pousser des arbres que l'on va ensuite planter en forêt. On avait le sentiment jusqu'à présent que la forêt, elle poussait toute seule. C'est pas le cas. Eh bien non, c'est pas le cas. Effectivement, aujourd'hui, la forêt, elle a besoin d'être maniée un peu par l'homme. Et nous, on est là, pépiniéristes, pour produire des jeunes arbres qu'on va replanter en forêt. Et aujourd'hui, vous faites pousser combien d'essences différentes? Alors, sur tous nos sites de production, on atteint pratiquement 200 essences différentes produites pour la forêt et le paysage, mais spécifiquement à la forêt. Il y a 56 essences qui sont autorisées en France en forêt, donc 30 feuillus et 26 résineux. C'est une réglementation qui peut être amenée à évoluer. Récemment, on a intégré des nouvelles essences dites de diversification, comme l'érable champêtre, l'alisier, le cormier, qui n'étaient pas dans le code forestier auparavant. Et ce qui est important aussi dans ce code forestier, c'est qu'on peut pas, c'est pas uniquement les essences, c'est aussi la taille des plants, la conformité, donc la qualité du système racinaire, le diamètre, la hauteur. Tout ça, c'est important, nous, aux pépiniéristes, de le respecter quand on trie les plants, avant de les expédier sur les chantiers de plantation, de manière à assurer une pérennité à la forêt. Alors, il y a bien sûr quelques essences que vous avez amenées jusqu'ici, et c'est pour nous présenter ce qu'on appelle aujourd'hui le top 5 des essences les plus plébiscitées. Le pin maritime en première place, c'est le Douglas. Ensuite, on a le chêne, le cèdre qui est là. D'accord. Et ensuite le pin corse. Ça bougera certainement aussi dans les années à venir, peut-être en partie dû au changement climatique. Déjà, le classement 2022, il a bougé. Le cèdre, il est dans le top 5, alors qu'avant, on en produisait des quantités beaucoup moins importantes. Par exemple, nous, à notre niveau, on produisait une centaine de milliers de cèdres pour le sud-est de la France. Et aujourd'hui, on est amené à en produire 7 ou 8 fois plus en 2023. On a ici le sapin de Turquie, on a le chêne pubescent. Tout ça, ce sont des essences, on va dire, dites réchauffement climatique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les provenances du sud vont mieux convenir au nord. Avant d'admirer les arbres de plusieurs dizaines de mètres de haut, il a fallu faire un gros travail. C'est ce que va m'expliquer maintenant Thomas Guyot, qui travaille avec vous. Oui. Il dirige une de vos pépinières. Notre directeur à la pépinière d'Autun. Et on va savoir comment on fait pour passer d'une graine à un arbre. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Stéphane. Merci à vous. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. Alors Pierre m'a expliqué les différentes essences que l'on pouvait faire pousser dans les pépinières forestières, mais votre spécialité à vous, ce sont les résineux, c'est ça? Tout à fait. Mais oui, parce qu'ici, on est sur une pépinière qui est en altitude. On a à peu près 600 mètres de moyenne. Oui. On est sur une roche-mère granitique. D'accord. Donc, ce qui va nous donner des sols très sableux, sablo-limoneux, et avec une acidité assez forte. Qui favorise? Ça favorise très bien la pousse de tous les plants résineux en général. Et vous faites ça sur combien d'hectares ici à peu près? On fait ça sur... on a une exploitation de 70 hectares. Et on quand même. Ouais, et on cultive à peu près 35 hectares tous les ans de jeunes plants forestiers. Combien d'essences différentes? On doit en avoir au moins une quinzaine ici. Très bien. Alors, autant je le disais avec Pierre tout à l'heure, on ne peut pas faire pousser n'importe quoi en forêt. Ouais. De la même manière, on ne fait pas pousser un arbre n'importe comment. Faut pas oublier qu'au départ, un arbre, c'est une graine. C'est ça. Plus ou moins grosse? Plus ou moins grosses. Il y en a qui sont toutes petites, grosses, comme si vous voulez, comme des lentilles pour les plus petits, comme genre les épicéas ou les Douglas. Puis après, on a des graines qui sont un peu plus grosses, comme des petites cacahuètes, comme tous les abies. L'abies Born-Muller, l'abies alba. Elles sont beaucoup plus grosses. D'accord. Toutes ces graines que nous achetons pendant l'hiver, elles ne sont pas prêtes à être semées, parce qu'elles viennent de sécheries.
et elles sont sèches. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les humidifier? C'est ça, tout à fait. L'action, ça s'appelle la stratification. En gros, il faut les retremper dans de l'eau pour qu'elles se réhydratent. Et après, il faut les laisser dans des périodes de froid, donc dans une chambre froide spécifique. Ça peut être de 2 mois jusqu'à aller quelques jours, voire une semaine. C'est-à-dire que vous reproduisez d'une certaine manière ce que l'on pourrait trouver dans la nature, quoi. À la fin de l'été, à l'automne, les cônes des arbres, des résineux éclatent, les graines tombent au sol, et là, il y a l'hiver qui passe dessus. Et comme ça, avec toute cette eau et le froid, et ben comme ça, au printemps, les graines peuvent germer. Donc nous, on reproduit la même chose. Donc on appelle ça quoi après, quand la graine est en phase de pouvoir être plantée? On appelle ça la levée? La levée de dormance. Bon. D'ailleurs, ça se voit sur les graines. On a au bout de la graine une petite germe qui commence à pointer son bout du nez. Et là, on sait que c'est le bon moment pour venir semer. C'est le bon moment pour la planter? Tout à fait. Je vais vous poser une question et je vais faire un parallèle avec finalement l'homme. Oui. Vous me parlez de taux de germination. Quand on cherche à avoir des enfants, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Tout à fait. Est-ce qu'il en est de même en ce qui concerne effectivement les plants? Il faut en mettre combien de semis pour espérer avoir des plants qui tiennent la route par la suite? Lorsqu'on achète les graines, on peut avoir des résultats du marchand de graines. Et lui, il nous explique justement des taux de germination. Et sur certaines essences, comme le sapin pectiné, on peut avoir des taux de germination de 50%. Donc ça veut dire qu'il va falloir semer 2 graines pour en avoir qu'une qui va germer. Ah ouais. Donc vous voyez, on est obligé de semer, par exemple, dans ce cas précis, 1000 graines pour avoir 500 plants au mètre carré. Mais on voit bien que votre travail, c'est finalement un travail à l'année. Parce qu'effectivement, il y a la période de l'hiver que vous avez évoquée, le printemps, effectivement, pour la levée. Après, on a planté. Oui. Mais déjà, il a fallu aménager toutes ces différentes allées, protéger, effectivement, les différents semis. Comment est-ce qu'on appelle ça? Alors c'est ça, on avait fait des lits de semis, vous avez vu, sur des planches qui font 1 mètre de largeur. Après, on a semé les graines, on a mis un petit peu de sable dessus, parce que aussi j'ai un problème, c'est les oiseaux. Ils adorent mes graines, donc ils peuvent venir les manger. Donc on recouvre les graines qu'on a bien tassées sur le sol, avec un petit rouleau. Après, on met un petit centimètre, un demi-centimètre de sable dessus, pour pas que justement que les oiseaux ils viennent me manger ces graines-là. Et après, vous avez vu, on met des ombrières. Ce qu'il y a derrière moi, ce qu'il y a là, c'est pour, encore une fois, reproduire un peu ce qui se passe en forêt. En forêt, sous les arbres, il y a la canopée. Et là, donc, du coup, il faut qu'on recrée ça et qu'on protège ces graines et ces jeunes plants du soleil. Vous vous êtes déjà amusé à mesurer le nombre de mètres ou peut-être même de kilomètres qu'il y a là, ici, sur cette parcelle? On le sait exactement. Là, cette année, je crois que j'ai 7,5 km de semis. J'ai l'impression qu'on est à chaque fois dans la culture de l'élite. Je m'entends, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les plants soient les plus costauds, les plus forts possibles. Et de temps en temps, on leur fait un peu plus de place s'il y en a un qui est un peu plus chétif, c'est ça? Bien sûr, parce que là, ça va amener une étape supplémentaire. Vous avez vu, là, on les a semés à peu près à 500 plants au mètre carré. Mais si je les laisse pousser comme ça, ils vont être tous serrés les uns contre les autres. Donc, on va avoir une étape, ça s'appelle le repiquage. On va les arracher au bout de 2 années. Et le mois d'août d'après, donc de l'année prochaine, on ira les repiquer à une densité beaucoup plus faible. Donc le système racinaire va encore mieux se développer et la reprise sera d'autant plus facile chez les producteurs. On parlait il y a quelques instants du repiquage. Après arrive, et je suis passé à proximité tout à l'heure, de ce que l'on appelle l'abattage. Ouais, l'arrachage. La partie mécanique, mais pas que mécanique, hein, parce qu'il y avait de la main-d'œuvre aussi. Il faut quand même, oui. Ce qui se passe, c'est derrière un tracteur, vous avez vu, il y a une lame qui va passer à 30 cm dans le sol, et on a 2 ou 3 tabliers qui viennent secouer les plants, et les plants sont déposés au sol. Là, on vérifie que les racines sont en bon état, que le plant finalement est lui aussi en bonne santé. Et si jamais c'est pas le cas, on fait quoi? On le vend pas? On va être obligé de le détruire. Bien sûr, on a des normes à respecter. Ouais. Par rapport à un âge donné, il faut que le plant soit joli et puis surtout reprendre chez notre client final. Donc il faut un beau système racinaire. Il faut qu'il y ait un collet. Vous savez, là où on commence à partir sur la tige, entre les racines et la tige. Bien sûr. Il faut qu'il soit suffisamment gros. Ça veut dire qu'il aura des réserves et donc des forces pour pouvoir repartir en forêt. Et si je continue à faire un parallèle avec le milieu agricole, justement, parfois pour certaines cultures,
On dope un petit peu, c'est-à-dire qu'on donne de l'engrais ou on fait en sorte de favoriser le fait que cette plante ne soit pas attaquée, qu'elle puisse se protéger au mieux. Est-ce qu'on fait la même chose en ce qui concerne les plants ici? Tous les ans, ce que l'on fait, c'est on fait des analyses de sol. On sait exactement où en sont les nutriments dans ce sol-là et on vient bien sûr apporter de la matière organique pour pouvoir justement que tous ces nutriments soient disponibles aux plantes. Qu'est-ce que vous prenez comme matière organique justement? Alors juste à côté, j'ai de la chance d'avoir un élevage de poulets. Donc j'achète la fiente de poulet que je viens incorporer à mes sols. Et puis sinon, on fait comme en agriculture, on fait des assolements. Certaines parcelles, on la laisse reposer 2-3 ans. Je peux faire aussi des engrais verts. Ici, on sème de la facélie, on sème aussi du sarrasin. Donc le sarrasin, on le sème très tôt dans l'année, au mois de mai, et puis 1 mois ou 2 mois après, une fois qu'il est bien en feuille, on vient l'incorporer au sol et on laisse le sol travailler et rapporter toute cette matière organique qui sera bénéfique pour nos plantes. Vous êtes en observation permanente. Et lorsque je suis arrivé tout à l'heure, j'ai pu le constater, et je ne sais pas si je vais le voir ici, il y avait comme un petit talkie-walkie, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Il écoute ses plants pousser pour savoir s'ils souffrent ou s'ils vont bien? C'est ça, pratiquement. C'est une sonde Tensio, c'est-à-dire que cette sonde rentre dans le sol et m'indique à 30 cm, 20 cm et 10 cm quelle est la possibilité hydrique du sol. En gros, ce qui va restituer à ma plante. Et donc, c'est très très important pour moi et ça me donne des indications quant à l'arrosage. Pour déclencher ou pas l'arrosage. Voilà. En plein été, des fois, on peut considérer qu'il faille arroser impérativement, alors que non, je vois avec ma sonde et mon smartphone. Toutes les étapes sont fondamentales. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.